Bismillah, chers élèves du tronc commun Sciences de la vie et de la terre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mes chers élèves, pendant cette vidéo-là, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter les activités 4, 5 et 6 concernant l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Ala barakatillah. Alors, on va traiter les trois activités suivantes concernant la perméabilité et la porosité du sol. Pour la deuxième, l'hygrométrie du sol et en fin de compte, l'acidité du sol. Commençons par la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau. C'est quoi ces deux termes? Concernant quoi? Donc, pour mesurer la perméabilité et la capacité de rétention, c'est-à-dire retenir de l'eau à l'intérieur du sol, on réalise la manipulation suivante. Donc, vous la voyez ici. Vous avez en bas des éprouvettes graduées, surmontées des entonnoirs, et en dessus, il y a trois tubes dont la base elle est perméable et on verse différents sols. Un sol sableux, un sol humique, plutôt argilo-humique et un sol argileux. Et puis, on va verser la même quantité, le même volume d'eau dans les trois tubes. Et on va voir les questions qui vont suivre. Donc, ce que je viens de dire, voilà. Alors, prenez pour chaque tube le temps T1 d'écoulement de la première goutte. C'est-à-dire, lorsque vous les avez versés, vous allez attendre jusqu'à ce que la première goutte va traverser et vous allez inscrire le temps. Alors, voilà, je reprends les trois tubes, l'expérience qu'on a vue tout à l'heure. Alors, mesurez le temps T2, c'est-à-dire le temps T2 et le volume VG, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire le temps T2, c'est-à-dire lorsque l'arrêt de l'écoulement s'arrête, vous allez inscrire le temps, ainsi que le volume que vous avez récupéré dans les trois éprouvettes graduées. Alors, les résultats qu'on a obtenus sont résumés dans le tableau suivant. Donc, voilà pour les temps T1, T2 et le volume initial, bien sûr, le même volume dans les trois tubes, mais le volume, celui-là qu'on a récupéré dans les éprouvettes graduées, diffère d'un sol à l'autre. Donc, pour le sol sableux, ici, on a récupéré 80, ici seulement 30, ici seulement 10. Et la différence de temps, on va la voir lorsqu'on va calculer. Alors, définir la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau, vous avez deux choses. Et puis, vous allez calculer la perméabilité et la capacité de rétention d'eau pour les trois sols. On vous donne la règle suivante, que la perméabilité est égale au volume VG, c'est-à-dire celui qu'on a récupéré, divisé par la différence de temps final et initial. Et pour la rétention, capacité de rétention de l'eau, c'est le volume initial, celui-là, moins celui-là, et on va calculer, savoir la quantité, le volume d'eau qui a resté à l'intérieur des trois sols. Voilà ce qu'on vient de dire, et voilà les résultats obtenus, et on va essayer, Inch'Allah, de savoir la manière de répondre à cette question-là. Donc, pour le sol sableux, on calcule la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau. Donc ici, vous avez 80 sur 10, c'est-à-dire ce volume-là, divisé par la différence de temps. Pour le deuxième, 30 divisé par le temps, 25. Et puis, pour le sol argileux, comme vous le constatez, le temps, ça diffère. Ici, seulement 10, ici, 25, ici, 35. Et ça se calcule par centimètre cube par minute, sous forme de vitesse. La capacité de rétention, de retenir chaque sol, il a une capacité de retenir de l'eau, ce qu'on appelle la capacité de rétention de l'eau. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous avez 100 moins 80, 100 moins 80, le volume final moins le volume qu'on a récupéré. Donc, il a resté dans le sol sableux 20 ml. Pour le sol argileux humique, il a resté 70, donc un peu plus grande. Et pour le sol argileux, il a retenu une très grande quantité, plus que les deux précédents. Alors, troisièmement, comparer et expliquer les résultats obtenus. Donc, on constate que la perméabilité est plus importante dans un sol sableux. Voilà, donc le sol sableux ne retient pas une grande quantité d'eau que dans un sol argileux riche humice.
elle est moins encore importante dans un sol argileux. Le sol argileux a des particules qui sont très fines, donc elle va retenir une très grande quantité d'eau. Contrairement à la capacité de rétention d'eau, cela peut être expliqué ainsi. Alors pour le sol sableux, les grains sont relativement grossiers, donc la porosité est plus grande que les deux autres sols, et structure particulière, ce qui permet l'écoulement facile de l'eau. Alors pour le sol, le deuxième sol argileux, les grains sont très fins, sont très collés entre eux, donc la capacité de rétention normalement est très grande, donc la texture est compacte, ce qui implique ou bien empêche l'écoulement d'eau et augmente la capacité de retenir l'eau. Pour le sol argile humique, un mélange de l'argile et de l'humus, il est caractérisé par une structure grumeuse. Les grains sont très fins, formant avec l'humus des grumeaux et contient de nombreuses lacunes permettant l'écoulement de l'excès surplus de l'eau. Alors, quatrièmement, le type de sol, normalement, quel est le type de sol qui est convenable pour la plantation? Le type de sol le plus intéressant pour les plantes est le sol argileux humique. Alors, sa capacité de rétention d'eau est moyenne, ce qui favorise le développement idéal des plantes. Pour la question, la réponse l'a précédé la question. Voilà. Un sol qui est argileux humique. Alors, répartition de l'eau dans le sol, comment ils sont répartis, quelles sont les caractéristiques de ces sols qu'on vient de dire. Alors, ce document-là, ce qu'on va faire, on va émerger dans un récipient rempli d'eau, un bac plastique mais percé contenant de la terre dans laquelle vit une plante. On constate qu'on sature d'eau cette terre. Son poids P1 est égal à 156,5 g. Après avoir retiré le bac du récipient, on constate qu'une certaine quantité d'eau s'écoule, c'est-à-dire le surplus d'eau, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement. Ensuite, l'eau ne s'écoule plus. On obtient une terre S2 de poids P2 est égal à 149. Comparez celle-là avec la première pour savoir la quantité d'eau qui était retenue dans le sol. Au bout d'un certain temps, la plante semble souffrir de sécheresse. Elle se fane. On obtient une terre S3 dont le poids P3 131 comparé avec la P2 et P1. On sèche la terre S3 dans un four pour faire échapper le vapeur et tout l'eau à 105 degrés. Pendant 24 heures, on obtient une terre S4 de poids est égal à 100. Alors, la question demandée, que représentent les poids P1, P2, P3 et P4? Alors, pour les poids, le P1 qu'on a vu ici représente le poids du sol saturé en eau. P2 représente le poids du sol après l'arrêt de l'écoulement d'eau. Dans ce cas, la terre atteint le poids de ressuyage, c'est-à-dire laisser sécher. P3 représente le poids du sol lorsque la plante se fane et atteint son point de flétrissement, va mourir. L'état de la plante quand la force de capacité de rétention d'eau du sol s'élargit avec la force de la succion par les racines et la plante flétrie, c'est-à-dire elle va mourir par la suite. Le P4 représente le poids du sol après l'avoir séché. Alors, en utilisant la figure ci-dessus, déduire les différents états d'eau dans le sol en précisant leur poids. Alors, vous avez trois cas. L'eau de gravité, c'est quoi? C'est-à-dire que l'eau qui va traverser le sol par gravitation. Vous avez réussi les particules solides et l'eau de gravité qui va, sous l'action de la pesanteur, va passer et traverser le sol. Alors ici, vous avez des radicelles, c'est-à-dire des petites racines de plantes. Ici, vous avez des particules et l'eau capillaire. L'eau capillaire, c'est une eau qui va être utilisée par la plante. Ici, vous avez l'eau hygroscopique. Comme vous le voyez ici, elle est collée aux particules. Cette eau n'est pas utilisable par la plante. Alors voilà, elle est différente, on va les reprendre. Donc l'eau de gravité, l'eau qui s'écoule facilement sous l'effet de la gravité, elle occupe les espaces lacunaires. Son poids est donc P1 moins P2. Voilà, l'eau qui va s'écouler pour la première fois est égale à 10,5 g. Pour l'autre eau, l'eau capillaire,
l'eau retenue qui reste dans le sol, autour des particules du sol. Cette eau est facilement utilisable par les plantes, bien sûr. Son poids, P2-P3, c'est 17,5. Et pour l'eau hygroscopique, l'eau qui reste trop bien retenue, voilà, aux particules solides, cette eau n'est pas absorbable par les racines, ne peuvent pas les absorber. Son poids P3-P4 est égal à 31,5 grammes. Alors voilà les différents types d'eau dans le sol qu'on a vu. L'eau hygroscopique, restée accolée, le capillaire est utilisé par les plantes, et celui-là de gravité qui va traverser les particules sur l'action de la pesanteur. Alors ici, variation de la capacité de rétention en eau du sol et point de flétrissement. Alors le document ci-contre présente la variation de la capacité de rétention de l'eau et du point de flétrissement en fonction, c'est-à-dire flétrissement, c'est-à-dire la plante va se fane et va mourir par la suite, en fonction de la texture du sol. Alors vous avez un document, essayez de lire tous les éléments concernant ce document-là, un document sous forme de graphe. L'axe des ordonnées, ici l'axe des abscisses, représente la texture de grosseur décroissante, c'est-à-dire ici vous avez le sable, des particules très grandes, limon un peu moins, et l'argile, des particules qui sont très très fines. Ici vous avez le taux d'humidité, 0,714 jusqu'à 35, et vous avez les courbes, voilà, qui montent. Voyons voir maintenant les questions posées. On vous demande de définir la capacité de rétention de l'eau et le point de flétrissement. Ici vous avez le point de flétrissement, point de flétrissement, point de flétrissement. Alors, la capacité de rétention en eau, c'est le volume d'eau retenu par le sol après écoulement d'eau. L'eau qui reste dans le sol. De l'eau de gravité, drainage d'eau par gravitation. Donc, le plein de flétrissement d'un sol et le taux d'humidité, qu'on a vu ici, le taux d'humidité minimal en dessous de laquelle les plantes ne peuvent plus absorber de l'eau. Deuxièmement, interpréter le document. Donc, vous le voyez ici, il y a une augmentation en fonction de la texture. Lorsque la texture normalement diminue, le point de flétrissement, voilà, il augmente. Donc, on sait que plus la taille des grains diminue, comme ici, voilà, plus la capacité de rétention d'eau et le point de flétrissement augmente. Voilà. Mais ça différencie. Ici, vous avez de l'eau qui n'est pas non disponible, l'eau qui est disponible pour la plante. Alors, en présence de l'humus, c'est-à-dire, voilà, ici, l'acte de rétention d'eau due à l'humus. Elle est la plus grande que celle-là et plus grande que celle-là. On constate une amélioration de la capacité de rétention d'eau pour les différents types de sols. Alors, quelles sont les caractéristiques chimiques du sol? L'acidité du sol. Comment on va savoir l'acidité du sol? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va verser normalement de l'eau distillée avec du sol et on va voir par le papier pH la couleur obtenue pour savoir l'acidité, acide ou basique. Donc l'acidité du sol dépend de la concentration des ions hydrogène H+, le pH est l'unité qui permet de qualifier l'acidité d'un échantillon H+, qui est égal à 10 plus ou moins pH. On verse une quantité d'eau distillée sur des échantillons du sol mis dans deux récipients. Ensuite, on filtre le mélange à l'aide d'un papier filtre pour obtenir un filtrat. Donc voilà, le filtrat retenu du sol dans lequel on mesure l'acidité du sol grâce au papier pH. Les résultats de cette manipulation sont illustrés par la figure qu'on voit ici. Donc ici vous avez la couleur verte, ici la couleur orange. Donc ce sol-là il est basique et celui-là il est acide. Donc, que peut-on déduire, ou bien que peut-on conclure de ces résultats-là? Donc, on constate que le pH du sol varie en fonction de la nature. Ici, vous avez du sol calcaire. Ici, un sol siliceux. Donc, le sol siliceux, il est acide. Et le sol calcaire, il est basique. Donc, on constate que le pH du sol varie en fonction de la nature de la roche-mère. Un granit provoquera un sol acide, à pH acide, c'est-à-dire inférieur à 7, à l'inverse d'une roche-mère calcaire provoquera un pH plus élevé. C'est le carbonate de calcium CaCl3. Donc les caractéristiques chimiques du sol dépendent de sa concentration en composants minéraux. Le sol siliceux
il est acide et riche en silicium et pauvre en calcium. Par contre, le sol calcaire, il est riche en calcium et pauvre en silicium. Alors, la mise en évidence du complexe argilo-humique. Vous voyez ici, voilà, dans une épreuve graduée, il y a de l'eau qui est troublée de particules dispersées. Ici, on va ajouter quoi? Ici, vous avez le chlorure de calcium. Et voilà le résultat grossi qu'on a agrandi ici. Regardez les particules ici, les comparer avec les particules qui sont ici. Là, ils sont dispersés, alors que dans ce cas-là, ils sont associés entre eux. Donc, pour mettre en évidence la formation du complexe argilo-humique, on réalise la manipulation suivante. Donc, on prépare deux solutions du sol, dont deux éprouvettes 1 et 2. Alors, on ajoute une solution de calcium CA2+, au milieu de chlorure de calcium. Et puis, dans l'éprouvette, alors on ajoute une solution de CA+, qu'on a dit tout à l'heure. On laisse décanter pendant quelques heures, puis on verse. On observe plutôt les résultats qui sont ici. Alors, les résultats sont illustrés par la figure qu'on voit ici. Ici, les particules sont dissociées, alors que celles-là, ils sont associées. Alors, comparer l'aspect de la solution des deux sols, puis proposer une explication des résultats obtenus ici. N'oublions pas, c'est un mélange ici, dont on a ajouté le calcium. Alors, dans l'éprouvette numéro 1, celle-là, les molécules argilo-humiques restent en suspension de l'eau, mais lorsqu'on ajoute le calcium, chlorure de calcium, vous voyez qu'ils sont agglomérés entre eux. Les molécules argilo-humiques se sédimentent sous forme de flocons, qu'on voit ici. Alors, les constituants colloïdo-argilo-humiques sont chargés d'ions négatifs. On va voir la figure pour vous simplifier l'explication. En ajoutant des ions positifs, par exemple le Ca++, cela contribue à la formation des amas ou flocons par le phénomène de flocculation qu'on va voir sur le schéma. Donc la flocculation, c'est un processus physico-chimique. Les particules fines en suspension vont s'associer dans un mélange, s'agglomèrent, s'associer pour former des amas plus gros et plus lourds, appelés flocons. Voilà l'image, voilà un exemple de flocculation. Avant la flocculation et après la flocculation. Ça, les mêmes liquides, ça c'est les résultats après flocculation. Alors, le complexe argilo-humique est une association composée d'argile, organique plutôt l'humus, et d'argile. Cette association maintient la surface du sol, protège les ions minéraux contre le lessivage et améliore ainsi la fertilité du sol. Voilà un schéma grossier pour expliquer ce phénomène ou bien ce complexe argilo-humique. Donc, vous voyez ici, particules d'argile chargées négatif, les particules d'humus aussi, mais lorsqu'on ajoute le calcium que vous voyez qui est de charge positive, il va associer ces éléments-là, il va former un complexe argilo-humique. Merci de votre attention, j'espère que cela va vous intéresser. Bon courage et je vais vous laisser avec cette actrice britannique qui est Audrey Hepburn, qui dit que chaque jour est un nouveau départ, un pas de plus vers vos rêves et vos objectifs. Travaillez, bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.